everyone, c'est moi pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors aujourd'hui, on rentre directement dans le vif du sujet sans attendre une seconde de plus parce que j'ai été complètement happée par cette histoire. Imaginez un monde parallèle, non pas niché dans les étoiles lointaines, ni projeté dans un futur technologique inatteignable, comme j'ai souvent tendance à le faire, mais tapis juste sous nos pieds, ou plutôt au fond d'une mer froide, silencieuse et implacable. Quelque part, entre les côtes déchiquetées de la Suède et les rivages paisibles de la Finlande, là où les cartes marines se font vagues, là où les signaux s'étranglent et meurent, là où même les machines les plus sophistiquées semblent refuser d'aller. Une zone oubliée, vierge de toute exploration humaine, que l'on a baptisée presque par un réflexe d'indifférence, l'anomalie de la mer Baltique. Un nom trop neutre, trop clinique pour l'ombre insaisissable qu'il désigne. Trop scientifique pour l'abîme de mystère que certains disent y avoir effleuré. Je vous rappelle l'histoire. C'était en 2011. Deux hommes, l'âme aventureuse et le cœur battant d'espoir, s'affoncent dans cette obscurité liquide. Ils pensent alors débusquer une simple épave, un trésor oublié par les siècles. Mais ce qu'ils vont trouver, ou plutôt ce qui va s'offrir à eux depuis les profondeurs, n'est ni un vestige de l'humanité, ni un navire englouti, ni une structure géologique modelée par le temps et les glaces. C'est autre chose, quelque chose d'indéfinissable et de parfaitement anormal. Depuis ce jour, une ombre froide plane sur les eaux de la Baltique, un secret trop lourd, trop étrange pour être pleinement digéré par le monde. Et voilà qu'en ce mois de juillet 2025, presque 14 ans après sa découverte glaçante, le co-découvreur de ce mystère insondable, Dennis Asberg, brise enfin un long silence. Il revient sur la scène du crime comme on revient sur les lieux d'un traumatisme. Et ce qu'il annonce, ce qu'il laisse échapper à travers un simple message numérique, ressemble, vous allez le voir, étrangement à un aveu. L'aveu d'une vérité trop vaste peut-être pour notre compréhension. Alors installez-vous confortablement. Thé, café, matcha, popcorn, on y va, on est parti et c'est maintenant. Je vous ai fait une intro un petit peu immersive parce que moi j'ai trouvé cette histoire fascinante, vous allez voir. Le 20 juillet 2025 donc, sur le réseau X, cet espace numérique où l'information fuse et où les murmures deviennent tonnerres, une publication sème une détonation sourde. Elle résonne au cœur même de la communauté ufologique, tel un signal longtemps attendu. Dennis Asberg, ancien militaire, aujourd'hui plongeur professionnel aguerri, et co-fondateur du projet Océan X, lâche une véritable bombe textuelle. Ses doigts tapent ce qui semble être des mots choisis avec une prudence déchirante, une peur mêlée d'excitation. Je le cite mot pour mot. Je viens de recevoir des données tellement incroyables que je suis sans voix. J'aimerais pouvoir tout partager maintenant, mais il faut que cela provienne de la bonne source. Alors dans le genre énigmatique, voilà quoi. La phrase s'étire comme une ombre qui s'allonge, mais c'est l'ajout suivant qui glace le sang et qui fait, littéralement, vous allez le voir, dérailler la machine à rumeur. Asberg, l'homme qui a vu donc, vous l'avez compris, l'indicible au fond de l'eau, ose cette phrase chargée d'une gravité vertigineuse. Cette découverte est peut-être trop bouleversante pour être révélée à l'humanité. Parce qu'encore une fois, tous les gens qui découvrent des trucs, tous les gens qui sont au pouvoir, tous les chercheurs un petit peu égoïstes et qui veulent garder leur trouvaille pour eux, généralement ils se prennent pour nos parents, puisque c'est à eux de se dire est-ce que l'humanité est prête, est-ce que l'humanité n'est pas prête, est-ce que nous sommes, nous, le peuple, les gueux, en mesure de recevoir des informations qui nous concernent, puisqu'il s'agit de secrets sur l'humanité ou de secrets liés à l'humanité, et qu'en soi,
C'est quand même dingue qu'on puisse lire ce genre de phrases de plus en plus régulièrement d'abord, sans que cela ne nous affecte ou ne nous agace, alors que, allô, vous avez fini de déresponsabiliser les gens, on est des adultes, vous avez fait une découverte, parlez-nous-en. Qu'est-ce que vous croyez qu'on va faire? Qu'on va s'affoler, qu'on va se tirer des cheveux, qu'on va tous prendre des avions vers la Baltique et qu'on va se mettre en rond autour, en train de faire des danses? Non, enfin, je crois pas. Remarquez que peut-être. Et donc, après cette phrase qui quand même en dit long, aucun détail, aucune image explicite, juste ces mots suspendus et lourds de sens. Et un nom, un simple nom est tagué dans ce message, comme un fil, j'ai envie de dire, invisible qui relie encore une fois l'abysse aux étoiles, Béatrice Villarroel. Alors, c'est quand même dingue que chaque fois que des recherches sous-marines nous amènent dans les tréfonds de l'océan, ce soit d'une manière ou d'une autre connecté avec le ciel. Ce nom, donc, le nom de cette femme, c'est lui qui change tout dans l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui et dans cette nouvelle actualité autour de l'anomalie de la Baltique. Car cette femme n'a absolument rien à voir avec les profondeurs glacées des mers. Elle n'est pas plongeuse, ni archéologue marine, ni quoi que ce soit de proche. Béatrice Villarroel est donc, je vous le disais, une astronome, une scientifique dont le regard est rivé sur l'immensité du cosmos. Une spécialiste des étoiles, mais pas n'importe quelles étoiles. Des étoiles qui disparaissent. Un détail, vous allez le voir, glaçant, qui d'un coup jette une lumière tout à fait nouvelle et terrifiante sur cette anomalie sous-marine. Alors pour saisir pleinement l'ampleur de ce qui est en train de se jouer en 2025, il nous faut bien évidemment plonger dans le passé, surtout pour ceux qui ne seraient pas familiers de l'histoire. Remonter donc le temps jusqu'aux origines de cette histoire, jusqu'à donc l'année 2010, où le projet Océan X voit le jour, fondé donc par ce même Dennis Asberg et son partenaire Peter Lindbergh. Officiellement, leur feuille de route était d'une clarté limpide, presque naïve. Retrouver des épaves historiques, des trésors engloutis par le temps et cartographier minutieusement les fonds marins. Un projet mu par l'esprit d'aventure et la quête archéologique, soutenu, il faut le dire quand même, par de mystérieux mécènes suédois dont le nom reste dans l'ombre encore aujourd'hui. Mais en juin 2011, le destin, ou quelque chose de beaucoup plus ancien, s'en mêle. Lors d'une mission de routine en mer Baltique, à la recherche d'une cargaison de bouteilles de champagne perdues dans une épave allemande du début du XXe siècle, les radars, ces yeux électroniques qui sondent les abysses, captent une signature inattendue. Une forme parfaitement circulaire, un cercle quasi parfait de 60 mètres de diamètre. Un objet massif d'une densité insoupçonnée allongé sur le fond marin. Il semble presque posé là. L'équipe, intriguée, prépare la plongée. L'excitation, vous vous en doutez, est clairement palpable. Mais c'est là, dans le froid et le silence abyssal, que commence, vous allez le voir, la véritable énigme. Là que le voile se lève sur une réalité que personne, mais je dis bien personne, n'était préparé à affronter. Les récits des plongeurs qui s'y sont aventurés sont unanimes. Des témoignages concordants qui glacent le sang car ils décrivent la même perturbation, la même invasion d'une zone où les lois de la physique semblent vaciller. À mesure qu'ils s'approchaient de la structure, un phénomène étrange, insidieux, s'est manifesté. Les instruments, pourtant testés, calibrés et réputés fiables, commençaient à chuter, à mourir. D'abord, les capteurs de profondeur se figent, refusant d'indiquer leur position dans l'abîme. Puis les systèmes d'écho-sonar crachent des lignes brouillées, des signaux fantômes, impossibles à interpréter. Les contours du monde se dissolvent dans le chaos numérique. Les communications radio deviennent un champ de bataille sonore, ponctué de parasites aigus qui déchirent le silence avant de sombrer dans un mutisme total. Silence, plus rien, le lien avec la surface est coupé. Et ce n'est pas seulement les machines qui ont des réactions, les corps aussi réagissent. Une vague de nausées subites, des vertiges désorientants qui donnent l'impression que le fond marin tangue. Certains parlent d'une sensation étrange, d'une pression crânienne, comme si une force invisible tentait de pénétrer leur esprit, d'envahir littéralement leur conscience selon leurs propres mots. Un technicien, dont le visage portait encore les marques de l'effroi, a décrit un moment de vide absolu, comme si le temps lui-même s'était dilaté, étiré à l'infini. D'autres encore affirment avoir été hantés par des cauchemars oppressants, répétitifs, après être remontés à la surface.
Mais la découverte la plus spectaculaire, la plus déroutante, attendait juste derrière l'objet circulaire. Une tranchée longue, profonde, creusée avec une netteté impossible à imputer à des forces naturelles comme la cicatrice d'un atterrissage forcé. Et la roche, sur les bords de cette marque, y est vitrifiée, fondue, comme si elle avait été exposée à une chaleur intense, indicible, comme si quelque chose d'immense, de pesant, de brûlant s'était posé là, laissant son empreinte indélébile avant de se figer dans le temps. Moi, je sais que cette anomalie, à l'époque, elle m'avait fascinée, et le fait d'en avoir à nouveau des nouvelles en ce début de juillet, je me suis dit, non, ce sujet, j'ai hésité à le faire parce que je pensais que c'était dépassé, mais là, il est plus d'actualité que jamais. La nouvelle, donc à l'époque, d'une telle anomalie ne pouvait rester longtemps confinée. Rapidement, des experts suédois ont été dépêchés sur place. Des voix officielles s'élèvent pour offrir une explication, encore une fois, rassurante, terrestre. Ah, vous savez, on connaît maintenant les ficelles des narratifs officiels. On parle alors de roches glaciaires, certains disent qu'il s'agit d'un bloc de granit, de graisse, de goethite ou de limonite, modelé justement par les âges de glace. Une formation naturelle, rien de plus, et toutes les anomalies décrites, que ce soit au niveau des machines, que ce soit au niveau des humains, bon, on balaye ça d'un revers de la main. Très certainement, à l'époque, ils ont dû dire qu'il s'agissait d'un délire collectif. Et bien évidemment, ils ont dit qu'ils sont arrivés à ces conclusions après avoir analysé des fragments de cette découverte. Mais voilà, encore une fois, l'amère ironie. Les échantillons prélevés et analysés par ces experts vendus du système n'auraient en fait jamais été ramassés sur l'objet lui-même. Océan X, l'équipe qui a fait la découverte, le soutient avec une amertume palpable. Ces fragments auraient été cueillis à plusieurs mètres de distance, bien loin de la structure principale, là où, vous l'avez compris, le mystère ne réside absolument pas. Volker Brückert, un géologue de l'université de Stockholm, déclare avec un dédain qui sonne faux: « Je n'ai absolument rien vu de mystérieux. En fait, j'étais même surpris par l'agitation qu'il y a eu autour. Ces gens ont déliré. » Mais effectivement, en même temps, que s'attendait-il à voir? Que pouvait-il voir si ce n'était que des cailloux sans histoire prélevés bien loin sur les côtes et absolument pas proches de l'engin? Et la question suivante est forcément: qu'est-ce que tu t'attendais à voir si tu n'as pas analysé les bonnes pierres? Surtout que, plus troublant encore, et ce qui rajoute bien évidemment des doutes par rapport aux déclarations officielles, c'est que le géologue Steve Weiner aurait affirmé avoir identifié des matériaux inexistants sur Terre dans un des échantillons provenant de la zone et remis par Océan X, avant bien évidemment le pauvre homme d'être sèchement et brutalement désavoué et ses paroles effacées des registres médiatiques. On a bien évidemment considéré le gars comme un conspirationniste, un halluciné, un mec qui dit que des bêtises. Presque ils ont tué sa carrière professionnelle alors que le gars était tout ce qu'il y avait de plus honnête. Puis après ça, le silence assourdissant. Aucune étude approfondie n'est publiée dans une revue à comité de lecture ou n'est passée devant une commission, aucune validation scientifique. Et d'ailleurs, la communauté scientifique habituellement si prompte à l'analyse et au débat se tait. Un silence, vous l'aurez compris, orchestré, un silence qui crie plus fort, selon moi, que n'importe quelle affirmation. Malgré le déni officiel, les témoignages persistants émergent malgré tout des profondeurs. Des murmures qui refusent de s'éteindre, des bruits sourds de métal sous la roche, des anomalies magnétiques inexplicables vibrant autour de la structure comme un cœur invisible qui bat. Des formes angulaires impossibles à produire par l'érosion millénaire de la glace et de l'eau. Certains radars auraient même détecté des cavités internes, des espaces vides, comme s'il y avait des compartiments à l'intérieur de cet objet. Des plongeurs plus audacieux, plus tenaces, ont affirmé avoir perçu des structures polygonales et des angles à 90 degrés, des arêtes vives qui défient toute logique géologique, des formes parfaites que seule une intelligence, une fabrication pourrait produire. Il faut arrêter avec ce délire de nous dire qu'au fil des âges, ils inventent des mots. Alors on a calculé que compte tenu de la projection de l'eau par rapport au soleil, au ressasse de la mer, etc., il y a des statues qui sont sortis de ça. Non mais des trucs hallucinants, je plaisante et je grossis le trait, mais vous me suivez.
Chaque fois, genre, il n'y a pas de mystère. On nous explique les mystères arbitrairement, approximativement, à base de théories qu'on fait avaler à la masse comme des vérités existentielles. Et alors qu'autour de nous, d'ailleurs la semaine prochaine, je pense que je vais encore vous faire un sujet de fou, il y a des mystères, mais à droite et gauche. Bien évidemment, donc, malgré tous ces témoignages et malgré cette anomalie qui est répétée, qui est toujours, à l'heure où je vous parle, trouvable avec les sonars, tout cela est écarté, effacé des médias, balayé sous le tapis de la science rationnelle, et pourtant, les documents internes d'Océan X, ces feuilles griffonnées, ces notes secrètes, parlent d'un langage différent. Ils décrivent des probables artefacts technologiques incrustés dans le substrat rocheux de l'anomalie, des métaux non identifiés, des alliages inconnus encastrés dans des lignes géométriques. Un motif en anneau est même dessiné sur un des croquis internes, révélant une complexité troublante. Une technologie alors, ou un vestige, un fragment du passé interdit, d'une civilisation ou d'une présence dont l'existence même remettrait en cause une fois encore tout ce que nous croyons savoir sur notre place dans l'univers. Et ça, il y a un truc d'ailleurs, c'est qu'en ce moment, vous le savez, on l'a vu dans de nombreuses de mes vidéos, il y a des découvertes qui sont faites right and left. Il y a des choses qui remettent, mais vraiment fondamentalement, le narratif officiel en doute. Et pourtant, par exemple, pour ne dire que ça, on continue à apprendre à l'école à nos enfants le même programme, le même que le nôtre, qui est depuis obsolète. Et malgré tout, on continue à leur... Parce qu'à l'école, ce que tu apprends à l'école, on le sait, tu as toujours tendance à croire que vu que c'est dans un cadre, dans une structure adoubée par l'État, un programme, c'est sérieux, c'est des gens très intelligents, etc., que c'est des vérités absolues. Et tu vas trimballer ça toute ta vie. Et pour les plus obtus, tu vas même venir essayer de te battre avec des chercheurs de vérité qui ont 1000 fois plus de connaissances que toi, parce que les gars n'ont jamais cessé d'être curieux et qu'ils ont interrogé le narratif officiel. Et pourtant, à partir du moment où c'est appris sur les bancs de l'école, dans la tête des gens, il se crée une espèce de réaction chimique qui fait que toute leur vie, ils vont croire que parce qu'ils l'ont vu au CP, c'est la vérité et que tous ceux qui questionnent ça sont des complotistes. Arrêtez le délire, parce qu'aujourd'hui, vous avez la preuve qu'ils ne remettent jamais les informations au goût du jour, qu'ils ne cherchent même pas à revoir le programme au vu de toutes les nouvelles découvertes. Ça vous prouve bien que ce qu'on apprend et ce qu'ils veulent qu'on apprenne n'ont absolument aucun sens pour eux et en tout cas aucun intérêt. Et cette histoire aujourd'hui en est encore un bel exemple. Nous revoilà donc en juillet 2025. 2 jours seulement après son message cryptique, l'aveu silencieux de son effroi, Denis Asberg publie une seconde annonce. Une nouvelle expédition aura lieu, un retour à l'abîme. Mais cette fois, le contexte est complètement différent. Le projet Océan X ne sera plus seul. Il sera encadré par une entité énigmatique, la SUAPS, la Society for UAP Studies. Comprenez, une société qui étudie les objets volants non identifiés. Officiellement, cette organisation se drape dans le manteau de la science, clamant sa rigueur, son éthique, son engagement pour la vérité. Mais son existence même est une énigme en soi. Ses membres sont anonymes, aucune de leurs recherches, de leurs trouvailles, n'a jamais été publiée dans un cadre académique par les canaux traditionnels. La SUAPS n'a pas d'adresse fixe, pas de bureau visible, elle communique uniquement par des serveurs cryptés, perdus dans les méandres obscurs du cyberespace. Et les rumeurs, ces voix souterraines qui colportent des vérités interdites, affirment qu'elle serait composée d'anciens militaires issus de services de renseignement, de lanceurs d'alerte ayant déserté les programmes secrets et d'ufologues liés aux insaisissables Black Programmes américains. Vous l'avez compris, une organisation d'élite habituée à œuvrer dans l'ombre, loin du regard du public. Une entité parfaitement taillée pour un secret aussi gigantesque. Et encore une fois, tout le monde pourrait se dire, mais
comme moi, parce que ça a été ma réaction première, mais pourquoi des spécialistes des objets volants non identifiés, des UAP comme on les appelle aujourd'hui, vont-ils chercher quelque chose, quoi que ce soit, dans les océans, à moins bien évidemment qu'ils pensent que ce soit quelque chose venu d'en haut qui se soit écroulé tout en bas. Parce que je vous le répète, il y a ce nom lâché comme un code dans le message d'Asberg, celui de Béatrice Villarroel. Alors pour revenir à Béatrice, il faut savoir que donc c'est une astronome espagnole de renommée, chercheuse associée à l'Institut d'astrophysique des Canaries. Elle dirige depuis plusieurs années un projet qui d'un coup ici prend une résonance vertigineuse avec le fond de la mer Baltique. Son projet s'appelle VASCO, Vanishing and Appearing Sources, une base de données d'objets célestes qui apparaissent et disparaissent, parfois en quelques secondes. Des phénomènes que la science officielle peine encore aujourd'hui à expliquer. Béatrice traque ce que la NASA, avec tous ses milliards, ne voit absolument pas, genre officiellement, des étoiles qui s'effacent subitement. Parce que oui, il y en a, et apparemment il y en aurait de plus en plus. Des soleils qui deviennent invisibles, des objets inconnus qui occultent la lumière de manière inexplicable, clairement des anomalies cosmiques. Selon certaines sources chuchotées dans les couloirs des observatoires et des conférences secrètes, elle aurait détecté des occultations anormales provenant non pas de la Voie lactée lointaine, mais d'objets à faible orbite ou, et c'est le point le plus perturbant, même sous la surface terrestre. Et maintenant, son nom est inextricablement lié à l'anomalie de la mer Baltique. Imaginez comment les choses sont bien faites. Était-ce un simple hasard, une coïncidence improbable, ou était-ce parce que ce qui est enfoui là-dessous, cette structure cyclopéenne, ce silence énergétique, serait donc en réalité relié à ces disparitions célestes. Un lien invisible entre les profondeurs de notre monde et les abîmes de l'espace. Un portail peut-être, un signal, tout est permis d'imaginer. Béatrice n'a pas répondu à aucune demande d'interview et n'a fait aucun commentaire. Son silence, cette fois, est littéralement assourdissant. Un silence qui vaut 1000 réponses quelque part, confirmant sans un mot que le secret semble bien trop grand, bien trop dangereux pour être articulé de manière un petit peu en dilettante, pour faire des commentaires et pour mettre la puce peut-être de ce quoi il s'agit vraiment. Et alors, face à cette cascade d'indices, de témoignages et de silences éloquents, de quoi s'agit-il vraiment? Une simple roche façonnée par les glaces du temps? Une illusion d'optique sous-marine? Ou bien le vestige enfoui de notre temps, d'une autre histoire que la nôtre? Peut-être encore un portail oublié, attendant d'être ouvert, un engin qui sommeille, prêt à se réveiller. L'annonce d'Asberg ce mois de juillet 2025, loin de nous éclairer, ouvre encore une fois plus de questions qu'elle n'enferme. Et le lien troublant avec Béatrice Villarroel, la discrète mais puissante chercheuse, cette société SEUAPS qui est autour et qui subventionne les recherches et des potentiels mystérieux artefacts, nous projette, vous l'avez compris, bien au-delà du fond marin. Nous plongeons dans l'inconnu, là où le ciel et la terre se rencontrent dans un secret partagé. Et je ne sais pas si vous vous rappelez ma vidéo que j'avais fait où on avait exploré ensemble la théorie de la terre creuse et la théorie du dôme, enfin du firmament, appelez ça comme vous voulez. Il y avait un passage d'un grand chercheur qui a disparu, encore une fois de manière tout à fait étrange, qui disait avoir trouvé au fond des océans une connexion assez bluffante. Je vous laisse aller voir cette vidéo parce que moi, ça faisait partie des sujets que j'ai adoré traiter. Je vous la mets en barre de description de celle-là parce que je trouve que du coup, ça a beaucoup de sens avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, dans les semaines à venir, Océan X, sous l'aile donc de la SUAPS, retournera sur place, vers le cercle, vers l'anomalie, ils l'ont annoncé. Mais déjà, bien évidemment, les voix les plus sombres chuchotent que les résultats de cette nouvelle expédition sont connus d'avance, qu'ils sont gravés dans les abysses et que cette fois, comme d'habitude, ils ne seront pas montrés au public, que ça va disparaître, qu'on ne va plus jamais en entendre parler ou que d'un coup, from nowhere, on va entendre « non mais c'était rien, c'était un caillou ». Parce que chaque fois,
la sphère de Bouga, c'était rien d'autre qu'une sphère, presque une boule de pétanque. Enfin, chaque fois, on a droit à une explication qui est limite beaucoup plus capillotractée que toutes les théories qu'on a pu voir jusqu'ici, mais qui passe crème aux yeux du public qui, je pense, sont plus intéressés par les dramas sur le web que par réellement des informations qui pourraient changer foncièrement le visage de l'humanité. Mais bon, parce que forcément, ils sont convaincus que ce qu'ils vont trouver, ce qu'ils vont toucher, ce qu'ils vont réveiller ne devrait peut-être jamais être révélé à l'humanité, comme toutes les choses qui pourraient nous faire prendre conscience qu'on est beaucoup plus que de simples esclaves, qu'on est beaucoup plus que de simples consommateurs et qu'en nous, on porte un héritage absolument gargantuesque et gigantesque en termes de création divine. Non mais vous voyez où je veux en venir, forcément. Puis ça fissurerait leur matrice et tout le système qu'ils ont bâti et qui se sont appliqués à ficeler pendant des siècles et des siècles tomberait en lambeaux. Mais malgré tout ce qu'ils essaient de faire et malgré le fait que ça a fonctionné depuis des années, j'ai bien l'impression qu'en ce moment, ils vont avoir de plus en plus de mal à tenir leur château de cartes debout parce que ça part de tous les côtés, quoi. Et c'est fascinant, et c'est enthousiasmant, et personnellement, j'adore. Voilà, j'espère que vous aurez bien aimé ce sujet. J'ai décidé de faire un sujet comme ça parce que je vous le disais, moi ça faisait un moment que l'anomalie de la mer Baltique me passionnait. J'ai estimé que c'était un peu trop ancien et qu'il n'y avait rien de neuf à en dire, donc j'étais pas revenue dessus. Mais là, l'occasion a fait le larron. En plus, j'avais besoin de souffler parce que la semaine dernière, je me demandais pourquoi j'avais arrêté un petit peu de faire les sujets qui flirtaient avec la spiritualité. Je me suis rappelé. Après la vidéo sur l'ère du Verseau, je me suis rappelé. J'ai été agressée. Alors, je ne parle pas de ceux qui le font avec politesse. Je ne parle pas de ceux qui le font en prenant des gants ou de ceux qui ne sont pas d'accord avec moi ou de ceux qui voient pas la même chose que moi, mais qui restent dans une dynamique positive et polie surtout. Je parle de tous les fous malades, les mêmes qui étaient venus m'agresser quand j'avais fait la vidéo sur le Dalai Lama, qui sont, mais ils font peur ces gens. Et le pire... Le pire, ce qui me fait tout le temps halluciner, c'est que donc, ils sont pro-spiritualité, pro-énergie, ils sont là à t'expliquer que s'ils te font la leçon, faut pas avoir peur... Et alors qu'ils sont odieux en commentaire quand tu attaques, même pas que tu attaques, quand tu n'es juste pas d'accord avec eux et que tu as une autre lecture des choses, je me suis fait, ils me font peur. J'ai fait des cauchemars, les mêmes que lorsque j'avais fait la vidéo du Dalai Lama, où j'étais poursuivie par des hippies agressifs qui m'insultaient, qui en voulaient à ma peau, juste parce que moi j'ai dit que l'ère du Verseau, non, je ne crois pas, je dis pas que ça va être catastrophique, je suis pas là en train d'alimenter un égrégore négatif, bien au contraire, je suis toujours en train d'essayer de vous dire, il faut y croire, il faut être en conscience, parce que ça va être compliqué, mais on va y arriver, et que justement, j'explique dans mes vidéos que je crois que la ligne entre la victoire, parce que c'est ça, ça a toujours été ça depuis les débuts de l'humanité, la victoire, le combat du bien et du mal. Et je dis que la ligne, elle est quand même fine et qu'il suffit d'une impulsion d'un côté ou d'une autre pour que tout bascule. Et je me suis fait, mais il y a des gens, ils m'ont écrit des messages de mort par mail. Ça me fait rire parce que moi j'ai de la distance et qu'heureusement j'habite aux États-Unis, etc. Par contre, faut arrêter d'être aussi intense. Petit aparté, c'est moi au moment de l'editing, parce que je tenais vraiment à être claire, je tiens à préciser que je ne vise absolument pas les personnes profondément spirituelles, sincères dans leur cheminement. Au contraire, mon propos concerne uniquement ceux qui se revendiquent spirituels, tout en adoptant justement des comportements qui vont à l'encontre même des valeurs qu'ils prétendent incarner, à savoir respect, humilité, cohérence. C'est cette dissonance-là et uniquement cette dissonance-là que je questionne, pas la spiritualité authentique, je tenais vraiment à le préciser. Et ça fait peur parce que pour tous les gens qui font des retraites spirituelles avec ce genre de personnes agressives et vengeresses, je me dis waouh, même dans les sphères Kumbaya Bayo, ils sont comme des fous si on attaque leur approche.
Excusez-moi, on peut tous penser différemment et encore une fois, je ne dis jamais que ce que j'avance est la réalité pure. Je m'interroge au même titre que vous et justement, ce que j'aime dans cette communauté, c'est qu'avec les commentaires argumentés, les réactions basées sur des recherches, basées sur une réflexion, souvent on a apporté à ma connaissance des choses que j'avais peut-être complètement passées à l'as et qui m'ont permis d'envisager les choses sous un autre angle et d'enrichir mes points de vue. Donc je vois pas où il est le problème, on peut ne pas être d'accord. Allô, ne jouez pas le jeu de Google et des GAFAM qui font que quand vous n'êtes pas d'accord, vous êtes bloqué, parce que c'est comme ça que marchent les algorithmes. S'il vous plaît, on peut ne pas être d'accord et en discuter, ok ? D'ailleurs, pour les autres la majorité, qui sont extraordinaires de ma communauté, j'adore ma communauté, vous savez que le meilleur moyen pour m'aider, c'est on like, on commente, maintenant on booste. Merci à tous ceux qui le font. Je ne sais pas comment ça marche parce que je ne peux pas le tester de mon côté. Je sais qu'il y a des crédits. Ceux qui peuvent, faites-le. Ceux qui ne peuvent pas, merci, ne serait-ce que d'essayer. Les petits nouveaux, abonnez-vous. Plus on est nombreux, plus on est fort. Et le but, c'est de devenir très très fort. Voilà les amis, en attendant de se retrouver jeudi prochain pour notre format de vidéo en 3 actualités insolites, je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.